Salut l'équipe, il a osé le salaud mettre 70 points dans un game NBA. En même temps, depuis quelques mois, Joel Embiid ose tout. Être MVP, shooter comme KD, dominer comme Shaq et même chier sur un passeport français comme Depardieu, qui lui, pour le coup, l'a fait pour de vrai. Non, le Camer ne semble avoir aucune limite et c'est aussi effrayant qu'excitant à voir. Les cons, ça ose tout. C'est à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. Ce dicton marche aussi avec les superstars NBA. Aujourd'hui, Joel Embiid ose s'attaquer au record individuel de l'intouchable Will Chamberlain. C'est un petit peu comme si moi, demain, je me réveille, je me dis tiens, je vais m'attaquer au record de Johnny Sins. Sauf que pour Joel Embiid, cette folie paraît réelle. Comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves. Attention Johnny, j'arrive! Oser être enfin celui qu'il doit être. Actuellement, Joel Embiid est le meilleur joueur de la ligue et que personne n'ose venir me dire le contraire. Contender en début de saison, Jojo est en train de transformer ses Sixers en un véritable favori pour le titre. Un coach qui ose enfin le comprendre, un roster taillé parfaitement. Joel Embiid a tout pour oser rêver. Reste à savoir si maintenant, il osera enfin être aussi fort en play-off. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows, semaine de folie à NBA. Joel Embiid met 70 points, les Bucks chamboulent tout, Victor continue de régaler et dans le canapé, j'ai Thomas et Steph. Comment ça va les garçons? Ça va super. Ravi d'être là avec mon Stephen. Comment ça va? Bonne année, Ça Stephen. va Tom? Bonne année, meilleurs vœux. C'est vrai qu'on est encore dans la période où on peut Oui, souhaiter tout bonne à année. fait, tout à fait. Vous avez passé une belle année 2023? Oui. C'est le passé. Captionnel. Tu connais le jeu? Ouais. On l'a pas vu avec tes grandes jambes là. Regarde tes grandes Tu connais jambes. le jeu ou pas? Je n'ai pas vu. un départ. Ah non. Ah d'accord, c'est une, La nouvelle, pommette c'est volante. une- c'est une nouvelle version du jeu. C'est une nouvelle version du jeu. Tu regardes le rond, tu prends un... Les gars, comment ça va? Alors, Très bien. on va d'abord revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière. On sait que vous êtes des experts basket, mais on a vu que vous êtes aussi des experts Valérie déco. Damido. Déco, Valérie Damido. exactement. Et on vous a écouté, on vous a lu énormément. C'est le retour d'un canapé. On a découpé le bureau en deux. On a fait venir un menuisier qui est venu. Donc voilà. Non mais c'est vrai, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, on est encore dans un rodage dans ce nouveau studio, notamment aussi au niveau du son. On fait venir des mecs. On est sous les toits pour rien vous cacher. Donc c'est pas simple de trouver le parfait ajustement. On est dessus. Le son sera pas encore complètement parfait. Mais en tout cas, on souhaitait, mine de rien, vous livrer une émission et on va faire avec. N'est-ce Tout pas, à fait. Thomas? On préfère un son à 80% bien et une émission plutôt que pas d'émission. À un moment donné, Exactement. on a trop envie de parler de basket, on avait trop envie de se retrouver. Belle La philosophie. semaine dernière, il neigeait comme si on était au pôle Nord et Steph n'a pas pu être là, brillamment remplacé par Arthur qu'on embrasse comme toujours. Là, il fait 25 degrés maintenant à Paris, donc Stephen a pu venir. Et donc, du coup, on est ravis d'être tous les trois pour parler de basket, parce que c'est tout ce qui compte. Ouais, c'est une belle actu basket. On a beaucoup de choses à dire. Steph. Tout à fait, David. Avant d'aller, David, Ouais, mais c'est ton père. David, C'est son daron. c'est mon père. Ou un collègue. Je pense que tu m'appelais David pour David Cosette. Oui, tu m'appelais David. Incroyable. David Aboutrette, papa. Je t'embrasse évidemment. Avant d'aller dans le sommaire, parce que vous le savez, je l'ai dit en intro, on a une semaine incroyable en NBA. Avant d'aller dans le sommaire, on a nous aussi beaucoup de choses à vous annoncer. On va commencer avec une annonce qui presque me met Qui les larmes aux yeux. t'émeut, bien sûr. Pour la première fois dans l'histoire de First Team, on s'est acheté des droits d'image. Ça veut dire... Mais c'est la vérité, gros! Oui, mais les droits à Marc Dorcel. Oh. Non, je ne sais pas Marc Dorcel, c'est la Coupe du Roi en Espagne à partir du 15 février sur les réseaux First Team. On ne sait pas encore si ce sera Twitch ou YouTube. On communiquera sur les réseaux sociaux. Quart de finale, demi-finale, finale. La Copa del Rey? Copa del Rey, frérot. Bravo. D'ailleurs, vous allez voir le bracket. Félicitations. Ça va être du très haut niveau. Le Real Madrid, évidemment, le Barça. Et donc là, vous voyez toute la... Ouvrez les braquettes. le bracket. Et il y aura Andrew Albici notamment, Thomas. Tout à fait, tu viens de le dire, hein, les deux monstres sacrés de l'Espagne, le Barça et le Real vont donc jouer. Les deux premiers quarts de finale, ce sera avec le Real, le tout premier match. Et les deux deuxièmes, ce sera le jeudi. On aura du André Albici, tu viens de dire, tous nos Frenchies, du Vincent Damien Poirier, Inglis. du Damien Inglis, absolument, avec Valence. Beaucoup de joueurs super connus et surtout une compétition exceptionnelle qui se déroule sur 4 jours. Donc on va avoir le plaisir de commenter ça ensemble, Erwan, mais pas que, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout faire. Non, on parle de Thomas Larocchis aussi aux commentaires et un peu de Tom Charabino. Ça te fait kiffer ça un peu, la Copa del Rey? C'est tes ambiances, ça. C'est une très belle compétition. C'est une magnifique compétition. Magnifique compétition. La Liga ACB qui est le meilleur championnat de basket en Europe. Le Real Madrid qui marche
sur l'Europe, qui est favori à la Copa del Rey. Non, ça joue bien au basket. Bravo, félicitations. On va pas venir commenter avec nous. Je suis à Saint-Chamond. C'est un Saint-Chamond. Pour la Leaders Gap. Sachant que nous aussi, on commente la Leaders Cup. Sachant qu'en parallèle, on commentera aussi la Leaders Cup sur l'équipe. Bon, c'est la vie qu'on a décidé de mener. La Copacabana. La Copacabana. Avec plaisir, avec plaisir. Il y a une autre chose aussi qu'on a lancé cette saison, vous le savez, c'est Undrafted sur NBA ID et sur la chaîne NBA Europe. Ce qui est notre cas tous les trois. Ah Tout bah à ouais, fait, ouais, tout à fait. ouais. C'est une coupe, ça va être long, hein, si une Ça va coupe être à très chaque long. phrase Ah bah, comme ça, le Stephen. allez, c'est quoi tout de suite le quiz? Voilà, et donc Undrafted que vous pouvez retrouver donc sur la chaîne YouTube de NBA Europe. Tout à fait, on a sorti l'épisode 3, c'est tous les mercredis après-midi, hein, pour ceux que ça intéresse. On a parlé de Joel Embiid des 70 points, mais surtout on a ouvert le débat. Est-ce que c'est l'ère des pivots, enfin le retour de l'ère des pivots avec tous les talents qu'on connaît, Joel Embiid bien sûr, mais Nikola Jokic aussi. Allez, le programme de la semaine, vous savez maintenant les semaines First Team sont très très chargées et pour que vous puissiez vous retrouver au mieux, on va vous mettre ce petit tableau la libre antenne le lundi soir, vous le savez, 20h, 22h, NBA Drafted le mercredi, Thomas vient de le dire, le First Day Show le jeudi et Clutch ce vendredi à midi. Normalement la semaine prochaine, on retombe à l'horaire normal du mercredi de 18h à 19h. Allez, on se lance enfin dans cette émission avec le sommaire. On va revenir évidemment sur les news, le trade de Terry Rozier, entre autres, on va revenir aussi sur Team USA, on verra les news tout à l'heure. Le débat évidemment sur les Bucks qui ont tout chamboulé, ils sont deuxième à l'Est, mais on sentait que ça sentait un peu le caca. Et apparemment, on avait raison, puisqu'ils ont viré Adrian Griffin et ils ont surtout rappelé Doc Rivers. Donc en ça, c'est deux news assez incroyables. On ira ensuite sur la palette et on reviendra sur cette action qui devient de plus en plus classique, on a envie de dire, se jeter de ballon sur la planche. C'est devenu même maintenant un réflexe pour certains joueurs NBA. Et on finira, comme on aime, sur le quiz. Tu veux gagner le quiz, t'es chaud? Non, ça m'intéresse pas. C'est vrai, très bien. J'espère que les news vont t'intéresser un petit peu plus que le quiz et que tu seras un peu plus sympa. Ça, le mec, là. Les news tout de suite. Bonne énergie, là, Erwan. Très belle énergie. Il y a une très belle énergie. Très belle énergie, Steph. Une très belle énergie. On commence, on attaque évidemment, on ouvre évidemment l'émission avec le Kamer, Jojo, Embiid, 70 pions. On en a un petit peu parlé avec Thomas. Steph, je vais te lancer en premier là-dessus. 70 points, 18 rebonds, 24 sur 41 au tir, un seul tir à 3 points. Dans cette époque-là, c'est important de le dire. Joel Embiid n'a pas de limite, ne semble ne pas avoir de limite. Ouais, et puis il faut rajouter 21 sur 23 lancers francs, hein, parce qu'il a quand même mis 21 points sur la ligne des lancers. D'ailleurs, ça a été un de vos débats sur Joel Embiid. Est-ce qu'en playoff, il aura le même nombre de lancers? C'est la grande question. Oui, c'est un match de mutant. Un match de mutant. Enfin, Joel Embiid est un mutant depuis le début de saison. Avant ça, je crois qu'il avait mis 51, il avait déjà mis 50. 59. 59, donc c'est en janvier, je crois qu'il a 40 pions de moyenne. Après, Bon joueur. bon joueur, oui, joueur correct. Maintenant, alors les Spurs, c'était peut-être l'adversaire idéal pour réaliser ce genre de perf par déjà leur faiblesse défensive, puisque c'est une équipe qui fait peu d'interceptions, c'est une équipe qui provoque peu de balles perdues, c'est une équipe qui a personne pour s'opposer physiquement. Alors je sais que dans la ligue, Joel Embiid fracasse tout le monde, mais des fois, tu as un mec qui est là, qui est capable de s'opposer physiquement, là, que ce soit Zach Collins ou même Victor, qui a pris 2-3 coups de physique et qui a volé en éclats, donc ils n'ont personne. Quand tu vois la chart shot du match contre les Spurs, toutes les zones de confort de Joel Embiid, eh ben, elles sont là en fait en tête de raquette sur le petit pick and pop, le short roll ou dans la raquette. Donc ils n'ont pas réussi à sortir de ces zones de confort et ça fait une destruction quoi. 70 pions. Après, est-ce qu'il y avait une motif supplémentaire de jouer face à Victor Wembanyama, qui est un peu le phénomène français, qui a été bon aussi, mais peut-être Un peu oui quand même. Moi je pense. Oui, un moi, peu quand je même. pense. Victor, il a ça en tête, Joel, de toute En manière. 10 jours, quand même, je crois qu'il a mis 41 à 41 Denver. sur Rudy et 70 sur Victor Wembanyama. Denver aussi, 41. Il a mis 40 aussi, Sur 41 Jokic. sur Jokic. Ah oui. Donc Ça valait le coup de lui filer un passeport français Ouais. pour qu'il nous détruise comme ça. Quoi. Merci Joël, on rend le passeport. Non, c'est une performance hors norme et qui assoit peut-être un petit peu plus son titre de favori pour être son successeur au titre de MVP. Maintenant, Justement, on a un tableau là-dessus. il va falloir qu'il joue, il faut qu'il arrête d'être blessé. Quoi. Alors, il reste, Thomas, 7 matchs. Ouais. Il n'a pas le droit de rater. S'il rate plus de 7 matchs, il ne pourra mort. plus être en course. Il peut être à 45 points de moyenne, Voilà. c'est plus le problème Il de la pourra pas être en NBA. course. Est-ce que finalement, tu vois, dans ce tableau-là, on voit les stats de la saison dernière, on voit les stats de cette année. En fait, on a l'impression que c'est le favori numéro 1 à sa propre succession. Quand tu as des meilleures stats que lorsque tu as été élu MVP, c'est normal que C'est le cas avec Jokic un peu aussi. Hein.
Avec Il me semble. Jokic, ouais, c'est avec Steve Nash aussi à l'époque. Bon, en 2005-2006. Il y a longtemps, mais il a 36 points de moyenne. Moi, c'est ça qui me bluffe. La NBA a changé. Quand on dit la... Je dis ça comme si c'était Kylian Mbappé, incroyable. Mais la NBA a changé dans le sens où... Fais-le avec, Je le fais très mal à l'erreur peut-être, mais c'est Ah le... non, non, non. Tom le fait bien, Chris pris le pour fait. ta On taille demandera ou à quoi Tom tout à l'heure de le Vous n'êtes faire pas dans aussi. l'imitation, vous n'êtes pas dans l'imitation. Chris Roy, je sais bien le faire. Je sais pas pourquoi on cite ce mec, mais très bien. Du coup, 36,1 points. Moi, ce qui me choque, c'est que j'ai accepté que la NBA avait changé, qu'il y avait plus de possessions, qu'il y avait plus de cartons, les 150 points par match. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, et ça, vraiment, je peux le comprendre parmi la fanbase NBA. Mais ce que je retiens aussi, c'est que j'ai jamais vu autant de mecs avec autant de talent être aussi dominants dans les saisons régulières. Franchement, trois mecs qui font 70 points en un an, je pourrais même rajouter Devin Booker, mais c'était en 2017 maintenant, avoir la régularité de mettre des 30, 40, 50 points par match, et surtout avec autant de mecs, parce que là, on va pas du tout parler de Karl Anthony Towns, alors qu'il met 62 pour le même soir dans d'autres circonstances. Je me dis juste, mais en fait, il faut qu'on arrive à profiter de la chance qu'on a d'avoir autant de talents, autant de joueurs différents, autant de polyvalence sur le terrain. C'était pas prévu, mais Parce que comme j'ai tout dit hier dans une draft sheet sur Joel Embiid, moi je me suis dit que c'est Steph, est-ce que finalement on est peut-être pas en train de banaliser des mecs qui mettent 50, 60, 70? Mais il faut pas banaliser ça. Alors j'avais des débats, des gens qui me disent à la NBA ça défend pas. Et en fait c'est pas la bonne approche en fait. La bonne approche c'est plutôt de se dire que individuellement les mecs sont devenus trop forts, ça faire plus de choses qu'il y a 20 ou 30 ans, qu'ils ont développé plus de choses et plus d'armes offensives. Pour moi, je suis désolé, il y a des bons défenseurs dans cette ligue, sauf qu'à un moment donné, les attaquants sont meilleurs que les défenseurs. Tu peux faire tout ce que tu veux défensivement. Quand tu as un Joel Embiid, quand tu as un Devin Booker, quand tu as un KD, au bout d'un moment, tu lui mets une petite tape sur les fesses. Offense is better than defense. Tu peux faire tout ce que tu veux, tes organisations. Les mecs sont trop forts individuellement. Il ne faut pas dire que ça ne défend pas. Il y a certaines ça défend plus ou moins bien. Il y a certaines équipes qui défendent mal, mais il y a des bons défenseurs dans toutes les équipes qui peuvent se mettre en mission sur des mecs. Mais je suis désolé, tu ne peux pas arrêter ce genre de gus-là. Apprécions aujourd'hui les palettes offensives des mecs, ce qu'ils savent faire. Un mec de 2m13, un mec de 2m16 qui fait des choses comme ça, c'est inarrêtable en fait. C'est inarrêtable. Et on le verra sûrement à Paris en 2024. Ce mec-là est inarrêtable. Et l'avantage, c'est qu'il y a les playoffs qui sont un autre révélateur, mais on ne le dira jamais assez. C'est une autre compétition. Les équipes sont toutes plus fortes, plus concentrées, ont beaucoup plus de certitude et de périodes pour bosser ce qu'ils vont pouvoir offrir tactiquement en playoff. Donc oui, c'est normal que les joueurs soient parfois un peu moins forts en playoff. En même temps, tu ne joues pas contre le dernier de l'Ouest en playoff. Oui, c'est évident. Et puis les séries de playoffs, le coaching staff voilà, a le temps de préparer les matchs, a sûr. le temps de s'ajuster d'un match sur l'autre en faisant des scootings, en disant on va tenter ça. Parce que là, sur 82 matchs où tu joues 24 heures après, tu passes pas 5h30 sur un système défensif, sur une équipe. Puis jouer la même équipe 4 fois, à minima, ou 7 fois en 10 jours, 15 jours, évidemment que tu t'adaptes. Dans ce match-là, c'est presque pas si inaperçu, mais il y avait Victor Wembanyama qui a mis 33 points, qui est très bien en ce moment. Et Joel Embiid a eu une déclat. Évidemment, lui a parlé de Victor Wembanyama, qui aurait pu être son coéquipier cet été. Finalement, ça sera son adversaire. Salaud. Pour moi, c'est déjà l'un des meilleurs joueurs NBA. J'espère que dans quelques années, quand j'aurai arrêté de défendre sur lui, il viendra aussi battre tous ses records et peut-être même les 100 points de Wilt. Bon, là, on est encore dans le débat qu'on a dit, c'est-à-dire que les mecs mettent 70 points, il ne faut pas le banaliser. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, depuis 1 an et demi, on se dit, est-ce que des mecs vont pouvoir aller atteindre un jour la barre des 100 points? Je ne sais même pas si j'ai envie de le voir. Honnêtement, je suis... T'as pas envie de le voir? Je sais pas. J'ai envie de le voir. Regarde l'effet que ça nous fait de mettre 70 points dans un match. Dans des bons matchs de basket, tu vois les 71 points de Donovan Mitchell, c'était un bon match de basket. Donc si quelqu'un doit arriver à dépasser Kobe déjà dans un premier temps, d'après moi, ce sera forcément un bon match de basket. Ça serait mal au cœur quand même. Non, moi je suis... Tu sais, Kobe, il a fait sa carrière, ça fait... Bon, tu me tiens l'oreille, tu veux un coup de tête ou quoi? C'est un amoureux de Kobe, gros. Mais attends, si demain Victor il met 100 points dans un match, Kobe c'est mon Victor, idole de jeunesse, mais c'est là. Ça sera notre débat. On va rester du coup sur Victor Wembanyama qui fait un début d'année 2024 monstrueux. Je pense qu'il va certainement être élu enfin rookie du mois de la conférence Ouest. Hier soir, il jouait contre son rival, Chet Holmgren. Alors il a perdu 140-114. Il y a eu une très bonne première mi-temps, puis après les Spurs ont fait du Spurs. Mais il y a eu en tout cas un super duel entre ces deux, j'allais dire futurs stars. Oui, bien sûr. Ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Steph, un petit mot sur Victor Wembanyama. J'aime à dire depuis quelque temps qu'il y a eu un changement d'attitude, en tout cas de mindset de la part de Victor en janvier.
Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, moi déjà, il y a eu un changement depuis son repositionnement sur le poste de pivot où on voit qu'il est bien plus efficace et des deux côtés du terrain, puisque les datas montrent que les Spurs, défensivement, c'est meilleur quand il est sur le poste de pivot. Je le trouve un peu plus agressif, je le trouve même dans le body language. Hier, face à Chet Holmgren, tu sens que quand il va lui tomber dessus là, et qu'il le bully un peu, il le regarde un peu, il y a un petit Il est un eye peu plus contact. méchant, moi je suis Ouais, d'accord ouais, avec ça. il est un peu plus méchant. Après, j'ai toujours aimé son attitude de vainqueur, à serrer le poing quand il met des gros paniers. Il a ça en lui, la gagne, même si cette saison, il souffre parce qu'il n'en gagne pas beaucoup des matchs. Mais après, il y a un changement d'attitude par rapport à ses coéquipiers aussi, qui le cherchent un petit peu plus, même si, encore, je vois des ballons perdus. On n'est pas capable de faire une passe lobée. Parfois, c'est catastrophique. La relation Il monte dans les tribunes, hein. Ah ouais. Pas front trop. Hein. Mec, à un moment donné, il prend la position sur Chet Holmgren, il spin pour le contact, il demande la balle là, on fait une passe lobée pourrie qui arrive devant, il y a interception de Chet Holmgren. Il y en a encore, mais il y a une énorme progression de son équipe pour lui donner des ballons en l'air sur les derniers matchs. Mais ça part. Et quand je dis énorme, il n'y en avait pas avant. Ça part de Ah oui, ça part de zéro. Mais bon, donc, progression. donc il y a un progrès de Victor, oui, mais il y a un progrès aussi de l'équipe qui est autour de lui. Jérémy Sohan, il est tous, ils sont lui meilleurs. aussi, depuis 2024, il est repositionné sur un poste 4 qui lui va à merveille. Ouais, mais beaucoup d'activités autour de lui. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que le fait que Jérémy Sohan soit meilleur aujourd'hui sur le poste 4, le fait de son passage au meneur de jeu, lui a pas apporté aussi un petit peu plus sur la T'es obligé de dire ça, t'es obligé de dire ça. Et tout ça. Alors peut-être tout C'est un désaveu sinon le monde crie à Pop, idiot, sénile, tu fais n'importe quoi. Je suis pas sûr qu'il soit aussi idiot que ça, Pop. On verra dans le temps. Dans la formation des joueurs, dans la construction dans le des joueurs. Enfin, si tu mets Sohan sur le poste de meneur de jeu, c'est peut-être aussi pour faire progresser sur d'autres aspects. Popovic, c'est un des topics qu'on veut mettre dans le first des choses. On va attendre un petit peu de voir Vous ce qui voulez se le passe. L'évolution. Non, on va en parler. On veut pas le détruire. C'est compliqué de détruire une légende comme ça, mais on a des questions. On a eu des questions, mais c'est vrai que le renouveau un petit peu des Spurs en 2024, en tout cas, la manière de jouer, ça me rassure un petit peu. Des moments, je me suis vraiment posé la question. Je n'ai pas dit que j'y avais répondu. Je me suis posé la question de voir ce qu'il devenait fou. Ouais, s'il était encore capable, fou, c'est un grand mot, mais s'il était encore capable de gérer une équipe NBA un peu ambitieuse autour d'un projet de Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, il sera à Paris en 2024 pour les JO. Il y a assez peu de doutes là-dessus avec l'équipe de France. Il y a Timo aussi qui sera là et ils ont envoyé un petit peu le roster. Et apparemment, il y a du monde, hein, comme d'habitude. 41 mecs, hein. Voilà, 41 joueurs. mecs. Il n'y a pas de Draymond Green. Intéressant, Grant Hill a dit qu'au vu de ce qui s'était passé cette saison, ils ont préféré ne pas le prendre. Donc là, je vous mets, on ne va pas faire du name dropping comme ça, mais vous voyez les principaux, Devin Booker, Steph Curry, Kyrie Irving, James Harden et Damian Lillard, donc voilà, puis tous les autres. Et là, vous voyez, on va voir sur le secteur intérieur, là aussi, que du lourd. Anthony Davis, Kevin Durant, Joel Embiid, LeBron James, Kawhi Leonard. On se fera une vidéo d'ailleurs pour faire nos 12. Lundi, nos 12 rêvés. Ah ouais, bah, je peux vous les donner, moi je les avais. Alors, tu sais quoi, tu nous appelleras ou tu nous feras... Tu veux le faire maintenant et on remettra dans la libre antenne? Voilà. Allez, vas-y, fais-nous tes 12. Fais-nous tes 12, fais-nous tes 12, vas-y. Ça vous dérange, je suis pas dans le conduit. Pas grave. Fais-nous tes 12, vas-y. C'est la foire à la sauce. On fait ce qu'on veut, vas-y. Damien Lillard, Stephen Curry, Jrue Holiday, parce que je me rappelle que Jrue Holiday a été exceptionnel en 2021 à Tokyo. En arrivant la veille, il a été énorme dans l'aspect défensif et tout ça, je trouve que c'est important. Anthony Edwards. Les Bucks sont d'accord avec toi. Les Bucks sont d'accord avec moi, oui. Jason Tatum, Anthony Edwards, Jimmy Butler, Kawhi Leonard, LeBron, KD, Chet Holmgren, Joel Embiid, Bam Adebayo. Ouais, pas mal. Ok, on prendra le temps d'y réfléchir parce que c'est dur comme ça de faire les 12. Hein. Mais t'as mis Chet, c'est intéressant. Michel pour la nouvelle génération. J'aime bien l'idée. On reprendra tes 12. On en reparlera évidemment lundi dans la libre antenne. Rendez-vous 20h, 22h. Vous le savez, vous nous appelez. C'est juste derrière, comme ça. Le studio là, qui est à 1 mètre 50 derrière. D'ailleurs, j'en profite pour dire ça parce qu'on n'a pas dit dans l'avant-émission. Mais tout ce que nous faisons est disponible en podcast. La libre antenne est disponible à 100%, on découpe, etc. sur toutes les plateformes de podcast. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le métro, en voiture, c'est quand même plus safe d'écouter un podcast. Aux toilettes aussi, en toilette tu peux regarder sur ton téléphone, mais aussi vous n'avez pas les mains libres, les 12 de Stephen et nos 12 de lundi seront en podcast à partir de mardi matin. Parfait. Messieurs, on est en janvier. En février, ça sera la trade deadline. On est dans cette période de trade. Et il y a eu un gros trade, hein, j'ai envie de dire un gros trade cette semaine. C'est Terry Rozier qui quitte les Charlotte Hornets, qu'on avait un peu oublié, presque. Hein, Terry Rozier qui tourne à plus de 23 points par match et qui va rejoindre le Miami Heat. Enfin, le Heat bouge et réussit à faire un coup. Oui, absolument. C'était important pour le Heat de faire un move avec le contrat de Kyle Lowry qui arrive à son terme cet été. Kyle Lowry, c'est 29 millions cette saison et c'est des stats familiques, 3 points, etc. C'est clairement un pari raté, malgré la finale NBA de l'année dernière. C'est un pari raté, il devait arriver pour stabiliser un poste. Laurie Cantonné. C'est Laurie Cantonné, tout à fait, frère d'Eric, j'imagine. Et qui... frère d'Eric Cantonné. Et qui est donc envoyé. Arrête les chiants.
et qui est envoyé avec le premier tour protégé de 2027. Voilà, ça c'est pour la base de ce trade. Ouais. Steph, Terry Rozier qui arrive ouais. du côté du Heat, ça leur amène un petit peu de profondeur. On a vu qu'hier soir, sur son premier match, il a mis 9 points, mais il va être utilisé comme un sixième homme. C'était important. L'année dernière, en finale, on a eu cette espèce d'impression de se dire, même si Tyler Hero était blessé, de se dire, il leur manque un mec. Oui. Il manquait une arme. Cette arme, ça peut être Terry Rozier. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Moi, j'aime bien le garçon qui colle, je pense, à la philosophie un peu underdog de Miami parce que c'est un garçon là, il fait une saison incroyable avec Charlotte, mais le problème, c'est que c'est à Charlotte, donc personne n'en parle. Les stats sont monstrueuses. C'est un garçon qui peut te débloquer des situations, qui peut avoir des coups de chaud. Je crois que cette année, il est monté à plus de 40 avec les Hornets. C'est un garçon qui a l'avantage d'être capable de jouer sans ballon aussi, parce que quand pendant 4 ans, tu partages le terrain avec la Melo Ball, c'est-à-dire que de temps en temps, tu n'as pas le ballon en main, mais que tu es quand même capable d'être efficace sur le terrain et au scoring. C'est un mec on parle beaucoup il a des carences défensives parce qu'il est petit. Enfin, je vois pas ce qu'il pourrait faire pire qu'un Kyle Lowry qui a 37 balais et qui a un gros popotin. Pour moi, il n'y a pas une énorme perte défensive. Alors Kyle Lowry, il va te provoquer un charge. Bah, Il est exceptionnel. Il est très bon l'année dernière dans sa campagne de playoff. Mais le problème, c'est qu'il est un peu unidimensionnel. Il met des gros tirs et de temps en temps, il fait des actions. Miami a besoin d'autre chose. Il a besoin d'un mec qui, de temps en temps, comme Butler, est bien défendu ou est dans un soir sans, comme Bam Adebayo est bien défendu. Il y a besoin d'une troisième âme, même si Tyler Hero est un bon joueur de basket. Pour moi, je pense que Tyler Rozier peut monter plus haut en termes de scoring que Tyler Hero. Ah ouais. C'est ce qu'on a vu en finale NBA l'année dernière, c'est qu'il leur a manqué un petit peu un mec qui, oui, sur un carton, peut prendre les choses en main. Alors oui, il n'y avait pas Tyler Hero qui est capable change de le faire. Les gars. Ça change tout, mais même pour moi, même avec Tyler Hero, il leur manquait une arme supplémentaire. Oui, mais ça, je suis d'accord avec vous. De toute façon, c'est un trade hyper positif pour Miami. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas trop de débat à avoir là-dessus. Tu laisses partir le cadavre d'un ancien super joueur, un futur choix de draft, pour un gars qui a 23 points de moyenne, qui va venir renforcer ton banc au scoring, sachant que c'est une équipe qui est 20e au rating cette année et qui galère en attaque. Miami galère en attaque. Ils n'ont pas passé la barre des 100 points encore cette nuit, dans la nuit de Tout à fait. Jeudi. Donc il va falloir qu'il s'adapte au jeu de Spoelstra, il va falloir qu'il trouve des rotations, mais c'est un gars qui est amené à jouer 30 minutes par match, même s'il est sixième homme. C'est un gars qui a de l'adresse. La question que je me pose, c'est, dans ce système-là, est-ce qu'il va, lui, réussir à amener de l'alternance? C'est une équipe qui est tout le temps en périphérie, qui envoie. Il y a Bam qui a son espace à l'intérieur, mais malheureusement, ça manque de drive, de pénétration. Je dis pas que Jimmy Butler peut pas le faire, mais il le fait qu'en playoff. Voilà, c'est le constat de Jimmy Butler depuis 2 ans. Donc c'est un super trade pour eux. On verra si ça leur permet d'actionner, de changer de catégorie. Parce que d'après moi, avec ce trade, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs sans aucun doute, mais ils sont avec d'autres équipes, tu vois, avec les Cavs. Meilleurs que les Knicks. Ils sont avec les Knicks pour moi. Ils sont dans le même chapeau. Tu vois, si je mets Philly, Milwaukee et Boston au-dessus, vraiment chapeau 1, dans le chapeau 2, ils sont dedans tranquilles, quoi. Sur le papier, oui. La réalité, c'est qu'ils sont 6e pour l'instant de la conférence Est et que, mine de rien, hier, ils ont perdu encore contre Memphis et qu'ils sont sur 4 défaites d'affilée. Ça va mal. Qui est l'équipe de Memphis, surtout. Ouais, mais qui gagnent des matchs. Et tu vois, la comparaison avec New York, elle est intéressante parce que New York aussi a bougé. En faisant OG Anunoby et Precious Achiuwa, ils sont allés chercher des choses qui leur manquaient cruellement dans l'effectif. Miami fait un upside de ouf avec Tyler Rozier, mais ils vont pas chercher quelque chose qui leur manque cruellement dans l'effectif. Voilà. Après l'avantage de Rozier, c'est qu'il a déjà connu des playoffs. Je crois qu'il est titulaire quand ils font finale de conf parce que Kyrie est out. Il est exceptionnel. C'est là. Il n'a jamais confirmé non plus. Donc il perd sur un match contre les Cavs, mais l'année d'après, ils refont une demi-finale de conf. Et là, il perd un petit peu de temps de jeu parce que Kyrie joue et après, il y avait Marcus Smart qui était là. Et c'est pour ça aussi qu'il se barre aussi un peu à Charlotte parce qu'on lui a pas fait de place. Et l'oseille aussi. Je crois qu'il lui reste 2 ans de contrat là. Et la dernière année, elle est avec des clauses. Je crois qu'il faut qu'il y ait un deuxième tour de playoff. C'est une player option. Et 70 matchs minimum. C'est un bon contrat, 23 millions derrière. Mais c'est pas un mec qui va te découvrir parce que Miami est amené à jouer le très haut niveau et a des aspirations d'aller loin en playoff. C'est pas un mec qui va arriver en playoff en disant putain, c'est une découverte pour moi. Il sait ce que c'est des matchs de playoff, il sait gérer le tempo, il sait que les possessions sont importantes. Donc moi j'aime bien Tyler Rozier. Je pense qu'on est tous unanimes sur ce trade. Sachant que lui est fan de Miami, la hit culture et tout ça, tu l'entends un peu parler au début, mais non seulement c'est un underdog, machin, truc, mais surtout lui il est fan du hit et donc il arrive à l'endroit rêvé pour lui. Donc maintenant il n'a plus qu'à s'éclater. Il n'y a plus d'excuses, je suis à Charlotte, vas-y, kiffe, montre-nous ce que tu nous as montré depuis 2 ans et puis on verra si ça fonctionne pour être champion NBA. Parce que pour progresser, il faut être champion NBA. Je suis pas sûr que la line-up elle soit figée. Gros. Si jamais ils ont du mal offensivement avec Terry Rozier en sortie de banc, je suis pas sûr que Terry Rozier soit cantonné à être 6e homme. On verra parce que Terry Rozier et Tyler Hero dans le 5 majeur 1 et 2. Tu sors Tyler Hero.
Ouais, mais bon, tu mets qui? Là, il commence avec Ice Smith qui a un autre profil. Franchement, je demande à voir. Bah, écoute, Je demande à voir. pour l'instant, il a Toujours pas de meneur de jeu, quoi, de vrai meneur de jeu. Pour l'instant, il a commencé en ils en auront pas. Non, ils en auront pas. Et puis en perdant Kyle Lowry, pour le coup, tu n'as vraiment plus de Oui. meneur de jeu Mais académique. JJ Redick a dit que c'était fini, que c'était une denrée rare, les meneurs de jeu. C'est vrai, Aujourd'hui, c'est tout le vrai. monde monte la balle. Mais donc, ouais. Vas-y, je t'en prie. Donc du coup, c'est super intéressant par rapport le lien avec Kyle Lowry. Kyle Lowry, on peut imaginer que soit il se fasse retrade de Charlotte qui soit PJ Washington, Miles Bridges, tout le monde est, on peut, voilà, c'est la grande C'est la braderie. brocante, c'est la brocante. Voilà, la grande braderie de Charlotte. Je me pose quand même la question de qui voudra de ce mec-là à ce prix-là, à voir. 29 Mais millions. surtout, s'il y a un buyout, 29. il va intéresser absolument toutes les bêtes d'équipe. Parce que Kyle Lowry, en deuxième ou troisième meneur, sur des séquences de playoffs, les fameux trucs, un tir important l'année dernière, tu te souviens, avec Miami, il a eu des moments hyper importants. Bah ça, c'est une denrée rare en NBA qui peut profiter. Aujourd'hui, c'est le seul rôle qu'il peut avoir. Moi, j'ai pas envie de le condamner. Par contre, c'est des mecs, effectivement, qui peuvent te faire basculer des matchs de playoff. Mais aujourd'hui, lui filer le rôle que Miami attendait de lui, Non, aujourd'hui, c'est plus Faut possible. qu'il parte sur Ah une bah autre, oui, faut qu'il ah parte bah sur une oui, autre ah. destination, On est sur d'accord. un Ah autre bah oui, chemin, on est Kyle d'accord, Lowry. on est d'accord. Mais hors de question de tailler le joueur. Ah non, carrière respect, exceptionnelle. respect. Est-ce qu'on a du respect pour Adrian Griffin? Parce qu'apparemment, les Bucks, eux, ils en ont pas. Et on en parle dans le débat tout de suite. Les Bucks ont tranché dans le vif et ils n'ont pas fait les choses à moitié puisqu'ils se sont cette semaine séparés d'Adrian Griffin, arrivé à peine cet été. Bon, il était déjà assistant, mais en tout cas en tant que coach principal. Et ils ont surtout signé Doc Rivers dans la foulée. Alors les gars, il y a énormément de choses à dire sur la semaine des Bucks, même sur le début de saison. On va essayer de segmenter ce débat-là. D'abord, aller sur le cas Adrian Griffin et sur le choix ensuite d'aller voir, de signer Doc Rivers qu'on pensait presque fini pour le métier de coach. Il n'en est rien. De manière très factuelle, les Bucks ont joué hier soir. Ils se sont imposés 126-116 face aux Cavaliers. Et c'est l'assistant Joe Prunty qui a pris le coaching comme il l'avait fait Il est d'habitude. devenu coach à Prunty. Coach à Prunty. Bon, tu m'as l'air chaud. Tu vas garder la main. Tu vas garder la main plutôt qu'elle est chaude. Steph, on voit le bilan des Bucks. Et on l'a souvent dit dans des émissions depuis le début de la saison. Les Bucks font de manière mathématique une bonne saison. Il y a quelque chose qui nous paraissait curieux. Ils sont deuxième à l'Est et donc ils se séparent de leur coach. Ouais, alors déjà, par rapport à l'année dernière, il y a 4 victoires de plus par rapport au même nombre de matchs joués de la saison dernière avec Mike Budenholzer. C'est très étrange. C'est très étrange. Alors déjà, pour moi, la vraie erreur, c'était d'avoir pris Adrian Griffin dès le départ. Parce que quand tu es une équipe qui, je ne dis pas que c'est un one-shot, mais quand tu fais venir Damian Lillard, tu te dis que sur 2 ans, il faut que tu sois champion NBA. Il faut même que tu sois champion NBA dès la première année. Ça veut dire que prendre un coach rookie, ça veut dire que le mec, il faut qu'il ait le temps d'imposer sa patte, de faire ses preuves, d'imposer son autorité, de mettre des choses en place, de gagner en crédibilité. Et ça prend du temps. Et ça colle pas, en fait, avec la philosophie du move de Damian Lillard, avec Giannis Antetokounmpo. Ensuite, pour moi, la deuxième erreur, ça a été de se séparer de Mike Budenholzer. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais quand tu passes derrière Mike Budenholzer, déjà, c'est un bourbier. Le mec, il a tout gagné, il a été coach de l'année, il a été champion NBA. Bref, il y a cette tragédie l'année dernière face à Miami. Ah non, je parlais parce que la raison pour laquelle il part, c'est qu'il voulait plus coacher. Il a perdu son frère, vous vous souvenez, pendant le run de playoff. Il n'avait plus du tout la tête au basket. Bah, c'est la raison principale, les gars. Ils étaient sur la fin d'un cycle, donc tragédie du basket. Il y avait aussi ça, ouais. Bah oui, donc c'est ce qu'on appelle une fin de cycle. Oui, ils ont Il est estimé parti- que c'était. Mais est-ce que c'était vraiment une fin de cycle? Bref, oui, en fait, oui, la vraie ça problématique l'était. aujourd'hui, Ça l'était. et là, je vais mettre les joueurs face à leurs responsabilités. Parce que Giannis Antetokounmpo, il a beau hier nous sortir que c'est pas lui qui décide, patati patata. Adrian Griffin, il a quand même été consulté. Lui et Chris Middleton, les deux tauliers de cette équipe des Bucks. Donc il a eu son mot à dire là-dessus. C'est pas un bon choix. Donc moi, Giannis Antetokounmpo, il va falloir maintenant qu'il assume. Il a assumé cette nuit d'ailleurs, parce qu'il a été très bon. Maintenant, quand je les vois faire la danse des hindous autour du tipi ce matin, célébré, alors que tu as viré un coach, il y a un coach qui s'est fait licencier la veille. Un peu de retenue, ça n'aurait pas été négligeable. Est-ce que Griffin est viré uniquement sur le fait que cette équipe ne défende pas? C'est un vrai point d'interrogation. Maintenant, quand tu démarres avec Lillard et Mike Beasley, qui sont deux petits défenseurs, il ne faut pas non plus s'attendre à la surprise, même si Griffin, toute sa vie d'assistant, a été spécialiste défensif, mais quand tu n'as pas les joueurs pour défendre, forcément, c'est compliqué. Moi, le choix dès le départ n'est pas bon. Donc maintenant, ils prennent Doc Rivers parce qu'ils se disent qu'ils veulent un mec d'expérience.
Allez-y, bon On va, chance. on va aller sur Doc Rivers, mais j'aimerais qu'on reste un petit peu sur le passage d'Adrian Griffin et revenir sur. Moi, j'aime bien ton idée de le choix dès le départ, en fait. On a l'impression que c'était presque perdu d'avance. Moi, je trouve ça facile à dire maintenant. Oui, c'est un échec d'une franchise. Mais- Attends, je vais te laisser parler 8 minutes, laisse-moi parler. Non, mais sur Il est la- fou, lui. sur la Toi, ligne tu ne de- dis rien, toi. Sur la ligne de départ, quand les vas-y. 3 noms à la fin, c'est Nick Nurse, Oui. Kenny Atkinson Alors. et Adrian Griffin. Eh, promis, une fois que j'aurai fini ma phrase, eh ben, on sera plutôt Bah, ça y est, d'accord. bah, je, te Regarde. pose ma question. Putain, il y a une bouteille d'eau derrière parce que tu dois avoir soif. Attends, ouvre les yeux. Attends, ouvre les yeux, je crois que c'est l'Italie, là. Le tunnel, c'est Londres. Tunnel du Mont Blanc, là. J'ai compris. Hein. Ça va, je rigole. Bon, attends, écoute. Déjà, Vas-y, écoute-moi bien. la tête qu'il a. Ça va, on rigole. Bon, alors, du coup, c'était quoi déjà ta question? Non, oui, Adrian Griffin, choix le de choix. départ. Non, moi, je trouve ça facile. Je suis d'accord avec vous, c'est une erreur de Francis. John Horst, le GM, ils se sont complètement gourés. Ouais. C'est évidemment Nick Nurse, c'est évident. Bon, on verra pour les Sixers, mais c'est évidemment lui qu'il fallait le prendre. C'était le meilleur coach dispo, etc. Maintenant, ils sont allés le chercher, lui, parce qu'il y a d'autres exemples de coachs assistants qui ont fait de l'excellent travail. Tyronn Lue, premier exemple, t'es champion la première année coach assistant. Nick Nurse. Ah, non, Tyronn non. Lue, il arrive au Cavs, ils sont premiers déjà. Mais alors Il arrive, il franchement, remplace David Blatt, ils Attends, sont premiers. tonton. attends. Il prend pas l'équipe dès le départ. Bro, non, mais il n'empêche qu'ils vont chercher un assistant. Je te dis que sur les 5 dernières années, il y a 3 coachs champions qui étaient rookies. Et alors, pas champions, mais qui vont en finale. Je pense aussi à Udoka. Alors, c'est peut-être pas à chaque fois exactement la même chose, mais ces dernières années, il y a de très bons exemples de coachs assistants qui viennent prendre des grosses équipes. Mazzulla. Joe Mazzulla aussi. Qui va pas en Mazzulla, finale, mais qui fait du bon boulot. Voilà. On l'a détruit sa première année en faisant il faisait des non. choix kata, des Non, temps morts pas demandés et non, compagnie. C'est vrai, il a changé, mais en tout cas, il a montré que... C'est devenu un bon coach NBA. Là, le constat que je fais, c'est que, et je suis tout à fait d'accord avec toi, ils ont tous été sondés, les joueurs, etc. Ils ont pris un mec, ils se sont gourés complètement. Je pense qu'ils se sont fourvoyés Mais- sur les compétences de coach d'Adrian Griffin. Et surtout, c'est ensuite la République des joueurs, la fameuse, qui fait qu'ils sont partis. Parce que ça fait une semaine, 10 jours qu'on sait que Yanis, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, Lillard n'en peut plus et Middleton n'en peut plus. Donc finalement, c'est normal qu'il le coupe. Moi, je trouve que c'est limite un bon move de l'avoir coupé. Il fallait le faire à un moment donné, quel que soit le classement. Gilbert Arenas a dit dans un show à lui que c'était une raison pour lui qui était forcément hors basket. Je sais pas, moi, en tout cas, quand je regarde les matchs des Bucks, depuis le début de la saison, j'arrête pas de te dire, il y a un truc qui cloche. Ah bon, on est tous d'accord, il n'y a pas Ça d'alchimie. marche. Il n'y a pas Il d'alchimie. n'y a pas de cohésion, il n'y a Ouais. pas d'alchimie. Le body language d'Adrian Griffin, des joueurs avec lui, tout, il y a zéro. J'ai l'impression qu'il y a zéro kiff. Et ce qui était à mettre en perspective avec des résultats qui fonctionnent. Mais la manière était trop chelou quand ils sont sortis dans le in-season tournament. Je me dis, wow, attends, il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Il y a du talent, il y a du vécu, J'ai donc parlé. ça leur permet. Attends, laisse-le. Il est fou. Il y a du vécu, il y a du talent, donc ça leur permet pour moi finalement d'être là où ils sont. Parce que- Mais il y a un truc, il y avait de l'eau dans le gaz. Vite fait, tu as dit tout à l'heure que c'est aussi la responsabilité des joueurs. T'es sûr que je l'ai dit ça? T'as dit ça. T'as dit ça. C'était aussi la responsabilité. Oula, 1, 2, 3. La responsabilité des joueurs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je m'inscris complètement en faux parce qu'ils sont deuxièmes et que les joueurs sont bons. Tu vois, Yanis, il fait une bête de saison. Lillard, on peut dire ce qu'on veut. C'est sa Mais pire gros, ils saison. sont deuxièmes. C'est sa pire saison réussite au tir à 3 points. Mais Daniel c'est Lillard. normal. Mais il a s'était complètement tous- changé. On s'était tous, de système. enflammés et paluchés sur la connexion Ils Lillard sont Antetokounmpo deuxièmes. quand ils vont jouer des On pick la and voit roll. pas, on la Quand voit ils vont pas. jouer des pick and roll, elle est inexistante Eh cette ben, connexion. exactement, parce que le coach n'était pas au niveau. Défensivement, c'est clair. Offensivement, c'est ce que vous êtes en train de décrire. Mais ils sont deuxièmes. Donc, à un moment donné, les mecs, ils ont gagné 30 matchs. C'est tout le Ils paradoxe. ont gagné 30 matchs chaque saison. Les joueurs, eux, font leur taf. Ils gagnent des matchs. C'est tout le paradoxe. Sans alchimie, Mais c'est tout sans le- coaching. C'est tout le paradoxe d'analyser les Bucks cette saison, c'est que franchement, visuellement, ça marche pas. Moi, le two-man game entre Antetokounmpo et Damian Lillard, il est inexistant. Comment, à un moment donné, quand tu as deux mecs comme ça, après Lillard, on sait, il a besoin de personne, il attend pour régaler, mais à un moment donné, tu dois développer des choses. En playoff, tu vas quand même avoir des difficultés, tu vas devoir répondre à des choses. Tu dois développer. Tyrese Maxey et Joel Embiid, ils ont développé Merci. quelque chose. Oui, donc c'est J'en pour ça super que coach aussi. c'est pour ça que c'est très dur d'analyser les Bucks parce que mathématiquement, il n'y a rien à dire. Même le bilan d'Adrian Griffin, on l'a vu passer tout à l'heure, gros, c'est un bête de bilan. Mais il y a un truc presque indescriptible, impalpable qui fait qu'on avait la sensation que ça ne marchait pas. Attends, de Paris, on avait la sensation que ça ne marchait pas. J'imagine même pas dans le vestiaire. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que John Horst, qui est lui au quotidien avec l'équipe, a pris cette décision parce qu'il a senti qu'il y avait une rupture. Après, il y a aussi un élément qui est important cette saison, c'est l'équipe de Yanis. Je crois que Yanis est omnipotent dans cette équipe-là. À un moment donné, ils vont jouer à Cleveland sans Yanis, sans Antetokounmpo, ils prennent 40. Ils prennent 40. Alors, il n'y a pas Yanis, certes, mais cette équipe-là,
Sans Yanis, elle prend 40 à C'est Cleveland. impossible, t'as raison. Mais il y avait Thanasis qui a été ridicule à Cleveland. Ce qu'on dit souvent des bonnes équipes, Non, mais c'est c'est que même sérieux. s'il n'y a pas la star, t'es comme tu fais une bonne performance collective. Tu restes dans la Ah bah rencontre. oui. Mais C'est une humiliation. tu as tout à fait raison de dire ça. C'est vrai que Yanis, cette année, pour moi, en fait, il a comblé tellement de choses par rapport aux Carence. problèmes qu'il y avait avec Adrian Griffin, parce que c'est Yanis qui est fantastique. Mais tu as raison, quand il n'est pas là et qu'ils vont en prendre 40 à Cleveland, là, tu dis, mal tempo. Il y a un truc qui ne va pas. Oui. Il y a un truc qui est aussi clair sur le choix d'Adrian Griffin, là où ils sont complètement gourés, c'est quand on connaît Yanis et ses déclarations de ces dernières saisons. Il a failli partir à Miami, il a gueulé je veux du soutien, ils ont fait ce trade hyper surprenant encore aujourd'hui d'aller chercher Damian Lillard alors qu'ils avaient un effectif où juste avec un changement de coach tu pouvais peut-être être champion. Avec tous les facteurs que je viens de citer, d'après moi tu dois prendre un tonton, plus qu'un tacticien, Un papa. Gros. un manager, Un manager, voilà, voilà. un gars charisme. Un manager, Tu sais un que les manager. gars vont le suivre. Parce que l'équipe Jean-Denis est tellement Chouet, forte, par exemple. L'équipe La est choule, tellement la choule. forte. Je pense peut-être qu'il a reçu un appel de John Horst. Mais tu vois, t'as tellement de talent. Qu'il fasse attention quand il fait les vidéos quand même. Oh la vache, il a vraiment dit ça dans une émission. Il est fou. Il est bon, Mais la avec vidéo. tous les facteurs qu'il y a, eh ben, ils auraient clairement dû prendre un mec qui serait beaucoup plus référencé. On parle de Bon, manager. ouais, alors oui, justement, on a mais fait ils sont allés le le prendre, le tour. manager. Je sais pas. Ah si, c'est ce qu'ils ont Donc, fait. Attends, excuse-moi, je voulais finir sur. Il y a aussi un point important sur Adrian Griffin, c'est que 2 jours avant. Pourquoi vous rigolez Ah, moi je rigole. Deux jours avant je le bois début- tes paroles. 2 jours avant le début de saison, il s'était attaché justement à épauler Adrian Griffin avec Terry Stotts, qui est un ancien Qui est parti. de NBA, qui a parti, coaché hein. 10 ans Damian Lillard. Il y a eu un clash entre les deux, il s'est barré. Donc là aussi, il y a déjà eu un premier point de rupture 2 jours avant le début de la saison. Ça puait, Où Adrian clairement. Griffin, il était esselé, puisque Terry Stotts, expérience, 10 ans, Damian Lillard. Francophone. Francophone aussi. Donc déjà, tu perds un mec d'expérience sur le banc. Donc déjà, il s'était un petit peu isolé, Adrian Griffin, sur le banc, en étant quasiment tout seul. Moi, je pense que les torts sont évidemment partagés, mais j'ai clairement l'impression, et j'ai même pas envie de tomber dessus à Adrian Griffin, j'ai juste l'impression Ah que non. le costume était beaucoup trop grand pour lui. Est-ce que Voilà. tu as vu que les Bucks ont dit on pense qu'à terme, ce sera un super coach en NBA. La franchise Mais, des mais Bucks a lui, dit ça, c'est attends, incroyable. ouais, séparation de couple, où on a Se vu serre la Adrien, main, on a vu Adrian Griffin. Ça ouais. s'appelle- ça s'appelle pour les enfants et tout. Ouais, il y a quoi, la moitié de genre. la salle, hein, le Ouais, Freezer Forum. Il a gardé la moitié de la salle, Adrian Griffin. Il a gardé ses on dirait vêtements. une chanson de Patrick Bruel, tu sais. Vraiment, ils sont séparés, les mecs. Il a fait une déclaration où il a dit qu'il était content de l'opportunité qu'il avait eue. Je suis pas sûr qu'il en ait d'autres. Hein, Non, mais parce que, attention, Adrian Griffin, viré, certes, sauf que sur son CV, il a 31 victoires. Bah, bien sûr. Donc, Tu vas retrouver du travail. c'est Bah, pas- tiens, moi, regarde, moi, elle a moi, déclaré, moi, moi, je préfère être coupé dans là. cette situation-là plutôt que Je la coupé pense, parce que tu as gagné 5 matchs. C'est pas Mais préjudiciable pour la suite de sa J'apprécie carrière. l'opportunité que les Bucks m'ont donnée. On ne peut pas tout contrôler. Je suis satisfait du travail que nous avons accompli. J'ai toujours voulu être head coach dans cette ligue. Je n'aurais pas pu demander une meilleure équipe. Tu sais, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 mois à peu près, on avait parlé dans Clutch sur Winamax. Regarde ce qu'on disait et quelque part, on sentait déjà le truc. C'est une équipe, et on l'a souvent dit ensemble, qui n'est pas encore prête, qui n'a pas du tout maximisé ni l'effectif, ni le style de jeu, ni l'état d'esprit, mais c'est une équipe qui est super forte, super physique et qui connaît ses atouts. Et ses atouts, c'est d'abord des intérieurs d'exception. Donc ça part de Yanis, mais Brook Lopez, Bobby Portis sont vraiment des joueurs d'exception. Et tu as un tueur de fin de match. Donc finalement, ce ressenti bizarre, ce goût un peu amer, comme bittersweet qu'on avait avec Adrian Griffin, dès le départ, on l'a eu en fait. On n'a jamais été convaincus. Non, à partir du premier match, tu as raison. Et les Bucks non plus n'étaient pas convaincus. Je vous rappelle qu'après l'éviction au In-Season Tournament en demi-finale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé Doc Rivers pour qu'il soit conseiller de la franchise. Ouais, Et déjà. conseiller Alors, il a de conseillé, mais j'ai l'impression qu'il est venu avec un peu de savon, Doc. transition parfaite. Transition parfaite, puisque donc Adrian Griffin out, et donc ils sont allés chercher Doc Rivers. Les rumeurs ont été très rapides. Dis-moi comment tu as vécu quand on a vu le nom directement après, Erwan. Dis-moi ce que. Enfin, je sais comment tu l'as vécu, mais Alors, dis à tout le monde. Moi, je suis surpris déjà de voir Doc Rivers. Vous savez ce que je pense de Doc Rivers. J'ai eu la chance cet été de faire une belle soirée avec son fils Austin Rivers, qui me disait qu'il était épuisé. Doc Rivers, après sa nouvelle élimination avec les Sixers, il était épuisé de ses 15 ans de coaching depuis Boston. Il avait jamais arrêté. Et puis avec toutes les critiques qu'il y a pu avoir depuis la presse, bon, c'est quand même, il en a pris quand même pas mal dans le museau. Et il me disait qu'il voulait faire un vrai break. Bon, c'est un break qui aura duré pas plus d'8 mois au final. Donc moi, je suis surpris de le voir revenir au coaching, sachant qu'il était très bon consultant et qu'on sait que quand tu es consultant chez ESPN, en général, ben, tu es très confort, tu gagnes un vrai salaire et tu n'as Bah oui. pas toute la pression qui va avec le Tu restes coaching. 20 ans tranquille. Hein. Finalement, il a l'air quand même d'aimer ça, coacher. Ah, mais c'est une drogue, coach. C'est ce que dit Bill Simmons dans une vidéo qu'il fait ce matin en disant qu'il pense qu'il est encore compétitif. Moi, honnêtement, d'aller chercher Doc Rivers
avec le passif de Doc Rivers depuis plus de 10 ans, pour moi, c'est incompréhensible. Aujourd'hui, avoir une équipe comme les Bucks construite pour pouvoir gagner un titre et aller chercher Doc Rivers, pour moi, c'est antinomique. Ça ne marche pas. Ouais, mais après le choix de Doc Rivers, je suis d'accord avec toi, on connaît tout son passif. On peut le rappeler, hein, personne n'a été autant rattrapé en menant 3-1 en playoff. Oui. Personne n'a perdu Autant autant de de matchs. Game 7 dans l'histoire Oui, des playoffs. personne- Putain, regarde, ils sont tous là. Là, c'est des accomplissements quand même exceptionnels. Le mec, ça fait 2008, c'était à 16 ans, les gars. C'était à 16 ans et il vit sur ce titre avec des bêtes d'équipe. Oui, il a Les toujours, Clippers, il a les toujours coaché Sixers. les équipes qui ont gagné 50 matchs ou plus dans la saison et ça a toujours été un échec en playoff. Maintenant, vous me dites, et je le dis aussi, que les Bucks, ils cherchent un manager, pas forcément un grand tacticien, ils cherchent un mec pour gérer Antetokounmpo, Lillard, pour que ça marche bien. Il y avait qui sur le marché moi James Borrego, Sam Cassell, Dave Fisdale, il y avait qui sur le marché Pas Parce grand que monde. tu n'allais pas reprendre un assistant, puisque tu vires un mec. Donc tu avais besoin d'un mec qui a de l'expérience, qui connaît les playoffs, parce que mine de rien, c'est des échecs, il connaît les playoffs, un mec qui maîtrise la NBA sur le bout des doigts. Il n'y avait pas. On parle de Kenny Atkinson. Kenny Atkinson, il est assistant de Steve Kerr, il vient de perdre son pote qui est décédé des Warriors, Milojevic. Il allait se barrer comme ça, comme un malpropre, pour aller prendre le truc des Bucks. J'y crois pas, c'est pas la philosophie de Kenny. Il n'y avait personne d'autre, les mecs. Vous voulez qu'il fasse quoi Je sais pas si, Mais- je mais- sais pas, mais je pour sais moi- pas pour ça. moi, Moi, tout je. ça- Pour moi, tout ça, on est dans un effet boule de neige où, pour moi, d'un mauvais choix en résulte un autre mauvais choix parce que je pense que le choix de Rivers. Mais quel choix aurait été bon, Erwan Erwan Mais parce qu'en fait, le choix, c'est Bah, cet dites-leur été ça. d'avoir été meilleur. Ah, Pour oui, moi, c'est d'accord, ça, oui, l'effet oui, boule de oui, neige. oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu fais Tu rappelles Mike Budenholzer Ça aurait peut-être pu être une idée. Chacun met son ego de côté. Écoute, Mike, peut-être qu'on a été machin. Est-ce que tu Si serais Phil intéressé Jackson et Kobe Bryant l'ont fait. Est-ce que tu serais intéressé pour revenir On te remet là. Mais- Ça aurait été une Bon, idée vous y intéressante. croyez à Doc Rivers vous Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires, c'est archi intéressant. On sait que c'est un coach qui divise et honnêtement, Doc Rivers, c'est pas une pipe. C'est un mec, tu l'as dit, qui a quand même réalisé des choses, qui a des stats en tant que coach incroyables. En plus, il y a une vraie filiation avec Milwaukee parce qu'il était à la fac de Son Marquette. surnom vient de là-bas. Voilà, donc. Mais Moi, je vais te dire, mais Erwan. est-ce que cette équipe-là a Je vais te besoin dire. de ce mec-là, quoi, qui alors, et juste, je vais finir là-dessus, Thomas, qui pour moi en plus aime la lumière, est un coach star avant ses joueurs. On l'a vu à Philly, on l'a vu aux Clippers, on l'a vu même à Boston. C'est un coach star qui a besoin aussi de prendre une part de lumière. Et qui Est-ce jette- que les et- Bucks ont besoin de ça? Et qui jette les joueurs en pâture. Hein. Ben Simmons, ça Comme rappelle entre encore. autres. Comme tous les joueurs, comme tous les Ouais. coachs stars. Alors moi, quand j'ai vu le truc, quand j'ai vu la première C'est rumeur, Mourinho. j'étais C'est sur le Mourinho. cul. J'étais sur le cul. Je me suis dit, mais attends, ils suivent pas la même NBA que nous, les mecs. Tu vois, tout le monde a fait la blague avec Antonetti et les Gourmet et tout. Mais gros, c'est tellement ça. Pascal c'est Duprat. Pascal Duprat, les mecs, ils retrouvent toujours du travail. Je me dis, mais attends, c'est incroyable. Donc, je ne sais pas Ah, pourquoi. ils ont fait Pôle ça. emploi, ils n'ont jamais vu Doc Rivers. Hein. J'étais sur le cul de me dire, mais comment ils vont chercher Doc Rivers? Il est minable. Moi, je dis que c'est un escroc depuis plusieurs années. Je me dis, mais Le mot, il je s'énerve. m'en fous. Dans le niveau du gratin, des T'avais coachs. même dit criminel, je me souviens. en Criminel, playoff. parce qu'il avait fait l'année dernière, ce qu'il fait l'année dernière en playoff pour la énième fois à pas passer le second tour des playoffs. Moi, je dis que c'est criminel. En menant Bref, 3-1, en menant 3-1. ce dont je suis sûr, par contre, 3-2. c'est que c'est un meilleur coach qu'Adrian Griffin, qu'il a un meilleur charisme qu'Adrian Griffin, qu'il a plus d'expérience qu'Adrian Griffin. Il y a peut-être plus de Voilà, respect. bon. Il y a peut-être plus de respect des joueurs. Voilà, aussi. dans le charisme, il y a aussi le respect. Donc, on peut parler, tu vois, il y a les chokes de Rivers et ils sont légion. C'est le seul truc positif que je me dis, c'est qu'ils vont chercher un mec opérationnel qui va arriver dès aujourd'hui pour, pas relancer la machine parce qu'ils n'ont pas besoin d'être relancés, mais C'est pour, ça qui est fou. mais pour en tout cas trouver une alchimie d'équipe parce qu'ils ne vont pas trouver une tactique avec Doc Rivers. Il est minable tactiquement. Il est parti des Clippers. Tyronn Lue, il est arrivé. Gros, les joueurs ils ont dit waouh, Tyronn Lue, il est exceptionnel. L'autre, il est parti de Philly. Nick Nurse, il est arrivé. Les gars, ils disaient waouh, j'ai jamais vu un coach aussi fort qui nous apporte. Et là, ils vont le chercher. Bon, bref, c'est une incompréhension totale. C'est un paradoxe, tu l'as dit tout à l'heure. Mais c'est un meilleur coach, jusqu'à preuve du contraire, qu'Adrian Griffin. Donc, c'est une progression. Après ils attendent peut-être sur l'amélioration défensive. Est-ce qu'il est capable, Doc Rivers, de mettre des choses en place pour masquer les carences de Bisley, pour masquer les carences de Damian Lillard, pour justement être meilleur défensivement au defensive rating C'est Parce quand que- même, parce ça, que- c'est quand même fou que cette parce équipe ait qu'on a- perdu son ADN défensif Parce que, est-ce autant. qu'on a déjà vu une équipe champion NBA en étant 20e au defensive Non. rating Non. Est-ce qu'on a déjà vu une équipe qui bouge, bon, quand même, à son meneur de jeu, passer de 4e à 22e? Là, ils sont 20e avec le match d'hier, mais Ouais. c'était 22e. Deuxième. Alors, Les moi- stats alors, que moi- alors, Tom moi, a j'ai vu sorties, déjà, moi. elles sont terribles. Elles sont terribles. Moi j'ai vu déjà, quand j'étais avec Nanterre, on était 22e au defensive. Je suis parti, ils sont montés 4e. C'était dans le sens inverse par contre. Ouais, mais même l'année dernière. Alors par contre, on l'a vu la semaine dernière quand on parlait d'ailleurs des Pacers. des Timberwolves, que en fait, avec un tableau, les meilleures défenses NBA ne Ouais, la meilleure défense. défense C'est NBA pas ne pareil. gagne pas toujours. Oui, oui, oui. Mais bon, La faut que meilleure. faut que ce soit moins top 10 quoi. Ah oui, quand même. Voilà. Top Ouais, 5, merci. gros, pour être champion. Il faut être une bonne défense. Là, ils sont minables, ils sont 22e.
Enfin, tu voyais, 22e. Avec l'équipe qu'ils ont. Surtout que l'ADN de cette équipe-là, oui. c'est défensivement. Tiens, regarde, Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo, c'est une équipe qui s'est créée, qui a gagné avec d'abord la défense. Aujourd'hui, ils veulent jouer comme les Pacers. Tiens, regarde, vite, je prends le truc, tu regardes ce que tu veux dire. 20e au rating défensif global. 23e sur les points encaissés sur contre-attaque. Minable stat. 24e sur les points encaissés sur les drives directs. Minable. 24e sur les points encaissés sur les pick and roll. Direct, là, le mec, il y va, hop, les up. Mais gros, c'est un truc de ouf, ça. Alors que vous avez deux mecs qui sont à chaque fois dans la course pour être defensive first team, Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez. Tout à fait. Ben oui. À l'intérieur, en plus. Oui. Ça, c'est incroyable. En tout cas, bon, on va voir. Bon. Je vous fais un petit On va pas enterrer Doc Rivers avant qu'il ait commencé non plus. Laissons-lui une chance, non? Moi, c'est l'inverse. Hein. Maintenant, je demande, vu ce qu'il a fait, maintenant, vas-y, grand. T'as une bête d'équipe, montre-nous. C'est Hein. à lui de nous prouver quand même. Bah Doc ouais. Rivers, Oui. c'est une chance. Mais Ça fait depuis ça fait 14 ans qu'on lui laisse des Mais chances. peut-être qu'il s'est rafraîchi, peut-être qu'en commentant des matchs, il a vu des choses, peut-être qu'en commentant des matchs, il a peut-être des bugs, peut-être qu'il a trouvé des solutions, il a donné des idées, j'en sais rien, mais c'est pas... C'est ton clone ou quoi? C'est mon quoi? C'est ton oncle ou quoi? Non, moi, je l'aurais bien aimé, mais non. Ça va changer nos vies. Hein. Ouais. Non, bon, bref, écoute, on verra. Il aurait été là, il aurait été sur le canapé. On verra en tout What cas. do you think about this defense, Doc? Le calendrier samedi, il rejoue Cleveland, New Orleans, Denver ensuite, Portland, Dallas, Utah, Phoenix, Minnesota. Donc voilà, on va voir un petit peu si Il y a des vrais tests, il y a des vrais tests. Ouais, si les Bucks vont avoir un vrai effet Doc Rivers, mais en même temps, on le dit, c'est pas une équipe qui est en crise, en tout cas de résultats, ce qui est quand même assez fou. Allez, on va aller maintenant sur la palette et on va faire une palette un petit peu originale, vous allez voir. C'est une action qui est devenue iconique avec T-Mac lors d'un All-Star Game, on s'en souvient, là, le jet sur la planche est un échauffement très relou d'ailleurs à faire quand on est joueur, mais c'est surtout devenu une action de plus en plus moderne, j'ai envie de dire, une action qu'on voit de plus en plus, c'est ces joueurs qui jettent la balle contre la planche et qui mettent un dunk derrière, et on a voulu, Thomas, cette semaine, faire une palette là-dessus, essayer d'analyser, même si... C'est plus un kiff qu'une analyse tactique, oui. Mais en tout cas, on est en train de voir que ça devient surtout des solutions de passe et des solutions quand les défenses sont bonnes ou parfois mauvaises. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est à mi-saison en ce moment-là et qu'on a déjà vu 4 fois cette action par 4 joueurs différents. Donc, ça mérite une palette. Regardons la première parce que c'est Chet Holmgren qui l'a fait la première fois. Regardons cette action d'abord en déroulé. Vous en avez l'habitude, c'est contre les Clippers. Il est face à Zubac. Ça fait sauter Samuel Thomas. On va essayer de décrypter ça et ça permettra aussi de montrer l'attaque d'OKC. Chet Holmgren est leur poste 5, mais est-il vraiment un poste 5? En tout cas, il est en duel avec Ivica Zubac. On va regarder d'abord le placement de ses coéquipiers. Il y a la raquette qui est complètement libre. Il y a Shai Gilgeous-Alexander qui est serré en strict là-bas. Une aide de Paul George. Il est prêt à aider là s'il va sur son côté droit. Il y a son mec qui est pas trop loin aussi. On va regarder l'opposé aussi. James Harden flotte énormément. Il y a Lou Dort. On va regarder surtout dans un contre 1. La feinte. Et bien sûr, il mord à l'hameçon. Le petit décalage. Et là, les athlètes aiment faire ça, hein, Stephen. Ça te rappelle des grands souvenirs. 5 joueurs. 5 joueurs sont battus, 2 pieds, 2 mains. Easy sur la finition, Erwan. En fait, ce que j'aime bien là-dessus, c'est qu'en fait, tu vois, Steph, quand on a fait la palette avant l'émission, tu disais, ah, j'aurais bien aimé qu'il décale chez Lou Dort dans le corner. En fait, par ça passe sur la planche, parce qu'il y a une vraie ça va vite, en fait, là. Le fait de jeter la balle sur la planche, que ça revienne. En fait, il tue les 5 défenseurs d'un coup. Après, oui. Alors déjà, il y a une énorme erreur de Zubac de sauter sur la feinte. Déjà. Ne sautez pas quand vous défendez. C'est la constante, Voilà. c'est la constante de toutes tes actions. Et ça libère tout. Et ensuite, il y a le réflexe quand tu défends, quand tu vois un mec dribbler et arrêter son dribble, de reprendre un peu ton joueur, de se dire, bon, maintenant, il n'a plus qu'une solution, c'est faire la passe. Donc, ce qui fait que ça libère la raquette. Après, il faut avoir le feeling, si c'est un feeling, et d'avoir l'idée de le faire aussi. Ah, je l'ai jamais eu, moi, ce feeling. Hein. Moi non plus, je te rassure. Mais moi, je l'ai fait là, ça dernière fois. C'est premier degré en plus. C'est une bonne inspiration. Après, c'est plus pour moi une situation de sauvetage quand t'es un peu en galère. Ok, on regarde la deuxième action. Je vous ai dit qu'il y en avait 4. Et tu vas me dire si des trucs de créativité comme ça se travaille ou pas. Donc réfléchis à ta réponse, mon Stephen. Regarde pas comme ça. On enchaîne avec Anthony Edwards, action complètement différente, puisque là, c'est un contre 1 voulu. Bon, les qualités athlétiques sont là, apparemment, pour le fils de Jojo. On y retourne. Anthony Edwards, donc, joue contre Minnesota, contre Memphis, pardon. Et on voit d'abord le switch, hein, Xavier Tillman Senior switch avec son coéquipier. Et donc, on se retrouve sur un contre 1 tête de raquette qu'on connaît. Premier dribble, bonne défense. Deuxième dribble, bonne défense une deuxième fois, pardon. Et là, malheureusement, la constante, c'est que tu sautes, Cogno. Il mord à l'hameçon. Il y a beaucoup de gens dans la raquette et la densité, mais il y pense quand même. C'est encore plus difficile que Chet Holmgren pour lui. Il se replace sur les appuis et il nous met un Thomas à la Jojo, si vous voulez. Ce qui est marrant, Steph, c'est que c'est ce que tu dis, c'est que quand le mec jette la balle sur la planche, on voit que les mecs ont récupéré leurs joueurs. Oui. Donc ça libère un peu les espaces. Il y a un grand espace. Sur la palette, c'est la seule passe
qui est faite par le haut. Parce que les autres, tu vois, ils En passent par en scoop, dessous. ouais. Donc ça passe par en dessous, ça monte. Là, elle est directe, elle est puissante. Et après, il faut avoir quand même une certaine qualité athlétique ou faire 2-20 pour que ça se termine en tomard. Parce que si tu n'as pas le jus pour tomard, t'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri de te prendre un contre. De 20, je crois que c'est la taille de Victor. Je crois que c'est la prochaine palette aussi. Ah bah ça tombe bien, on va regarder, on se remet sur un petit ralenti, t'as raison mon Tom. Tac, on se la remet. Enfin, il régale Anthony Edwards, qui fait partie des joueurs préférés de Jérémy depuis la Coupe du Monde dernière. Et je suis très curieux qu'on fasse un petit peu, tu sais, dans les joueurs qu'on kiffe, si Anthony Edwards n'est pas tout en haut. Ouais. Alors si il faut faire un critère par rapport à la Coupe du Monde qu'on a vue, je pense que Jalen Brunson, il est descendu. C'est clair. Allez, troisième, ça n'a rien à voir. rattraper les trucs. Oui, c'est clair. Action complètement différente. Yanis met un énorme tomard. Mais oui, bien sûr. Mais on est dans la transition pour les Spurs face aux Bucks. Et on va regarder Victor Wembanyama. On se la déroule, hein, celle-ci. Mais vous avez vu que c'est une action différente et qui appelle à une créativité différente. Vous allez voir. Donc, on remet cette première action de Yanis. Énorme, hein, Shaquille O'Neal. On aime quand Victor Wembanyama court dans l'axe. Et il est beaucoup récompensé depuis quelques matchs par les Spurs. On y retourne du coup dans ce jeu à deux avec Sidy Osman qui ne voit pas la passe. C'est dit quand même. T'es un mec d'expérience. Une fois que c'est dit, ça va. Hein. Oui, bravo Erwan. Bravo. Le pick and roll comme ça, on voit que les trois autres joueurs sont en strict. Même Bobby Portis est très loin là-bas à l'opposé. Il n'y a personne dans la raquette. Et là, Victor voit Pat Connaughton aider sur le pick. Et là, honnêtement, il fait un truc assez étonnant pour éliminer tous les autres trucs. Il fait un truc de meneur de jeu déjà. Il fait un truc de meneur de jeu. Tout à fait. Ouais. Et alors là, c'est la seule solution qu'il a. Alors, il y a une passe à gauche sur Sidy Osman, il y a Jamie Sohan qui ne faut pas faire la passe à 3 points, mais la présence d'esprit avant d'être foutu, voire marcher, de lancer la balle sur la planche, c'est un peu différent des premières actions. Ouais, parce que c'est une transition et en fait, ça va très très vite pour le coup. Mais là, encore une fois, la solution, c'est jeter la balle sur la planche. Je suis persuadé qu'il y a 5-10 ans, un joueur fait ça, c'est marché ou il prend un tir kata. Là, les joueurs, j'ai l'impression qu'ils ont ce réflexe maintenant d'aller chercher la planche comme un coéquipier presque. Mais on est d'accord que sur les stats, c'est comptabilisé comme un tir raté. Non. Un rebond. Non, c'est une passe. C'est une bonne question. Non, c'est une passe, c'est une passe. Ah, moi, je suis sûr que c'est C'est pas une passe D quand même. Non, enfin, c'est une passe. Ça pourrait. C'est le ballon est en jeu, c'est pas un tir raté. Hein. Non. Ah ouais. Ah ouais, je suis pratiquement sûr. Hein. Ouais, toi, tu me mets, vu ta tête, j'ai un doute maintenant. Mais... Dites-nous s'il y a des refs dans les commentaires, mais je pense Et pas que c'est un tir raté. Et rappelez-vous qu'à un moment donné, on n'avait plus le droit de faire la passe sur la planche pour un mec qui te marque. Alors, rappelez-vous DJ Stephens, quand il est au MSB, au Metropolitans, à Marcel Cerdan, contre-attaque, c'est moi qui commente en plus. Il contre-attaque, il lance la balle pour lui-même et il met un énorme dunk, panier refusé parce qu'à l'époque c'était interdit. Mais nous, à Malakoff, parce que les arbitres nous disent que en général, ils interdisent ça parce qu'ils se disent que la défense a bien défendu et que faire une passe à toi-même, c'est. Mais nous, à Malakoff, dans un bled de la banlieue d'Orléans et tout, Sid, il fait ça sur Nico, avec passe avec la planche, dunk, et le mec, gros, une contre-attaque, on fait kiffer. En N3, tu fais ça, tu vois. Les mecs, l'arbitre ici, pas ni refusé et tout. Je fais zéro kiff. De toute façon, la N3, il n'y a pas de kiff. Donc, allez, on se met la dernière action. On se met la dernière action pour le kiff. Et là, c'est Jojo Embiid sur un duo 1 contre 1. Ah, Goga, là, il va malheureusement manger lui aussi. Comment lui en vouloir face à Joel Embiid? On y retourne sur cette action du 1 contre 1, alors qu'on est au tout début de l'action. Absolument, il reste 19 secondes à jouer. Bon, Joel Embiid se met en action pour prendre son petit tir. Et là, bien sûr, la constante. Ah là, Goga, je n'en veux même pas. Mais là, Joel Embiid, la présence d'esprit d'envoyer, 2 pieds de main. Il arrache tout dans le cercle. là, Facile et efficace. Mais c'est dans la continuité des autres, en fait. Ils l'ont en tête maintenant. Et donc, en 6 secondes, donc, du coup, tu trouves un panier facile. Voilà, c'est juste pour dire qu'en fait, que c'est une action qu'on voit de plus en plus et qui est en train de rentrer dans la tête des joueurs comme une solution, en fait. C'est vraiment... Moi, je te dis, j'aime cette idée qu'en fait, la planche devient un coéquipier. Oui, absolument. On l'a vu depuis 20 ans. Je pense à Kobe qu'il avait fait. C'était contre le Jazz de mémoire. Il y en a une aussi peut-être avec Yao, tu sais, contre les Rockets, il finit comme ça. C'est arrivé dans l'histoire. Mais moi, donc je te pose cette question. Est-ce que ça, c'est des trucs qu'on travaille en entraînement? Est-ce qu'on se le dit avant de le réaliser en match? Non, je crois pas. Alors maintenant, peut-être que les mecs le travaillent, mais je pense que c'est un truc d'instinct qui arrive au feeling pendant le match sur une lecture de situation. Après, c'est pas bien compliqué à ce niveau-là de faire un up and under et de jeter la balle sur la planche. Alors, on l'a tous fait, les exercices où tu fais les claquettes, il ne faut pas être non plus handicapé pour viser la planche et ensuite te faire un lay-oop à toi-même. Donc, je suis pas sûr que ça soit travaillé en match, mais ça m'est arrivé de voir parfois en match sur des espèces de high-low, meneur pivot, quand tu prends la position et que le cercle est là, un mec qui fait pas une espèce de tir, mais qui tire qui tape sur la planche et la balle, elle revient sur le Tu vas trouver l'angle avec la planche. Exactement. Tu te souviens que c'est l'un des plus grands systèmes pour aller gagner un match, les Suns de Barclay. Vous vous souvenez de ça dans les années 90? Vous ne l'avez pas du tout, je vois vos têtes. Ouais, non, mais une remise en jeu très haut sur le terrain, longue passe, et Barclay récupère la balle après qu'elle ait tapé la planche. Ah oui, exact, ça me parle maintenant. Tu vois? Bon, on la remettra à l'occasion, parce que là, tu sais ce qu'on pourrait faire à l'occasion? Une palette historique. Chevalier et la palette. Chevalier et la palette historique.
Palette historique, très bonne idée. Excellent jeu de mots. Vous êtes chaud pour le quiz. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Je suis très content d'avoir Steph Brun. Et en plus, il est bien installé. Regarde-moi ça. Pour fort. Là, on peut me lancer le Seigneur des Anneaux pendant 4 ans et demi. Bon, je suis bien installé. On dirait les trois frères, tu sais. Ça me rappelle quand je m'étais fait arrêter et mis dans une... Bref. Bref, whatever. On passe au quiz tout de suite. Je vous ai fait 3 jeux, une énumération, un jeu des rebus parce que je sais que t'aimes bien les rebus. On va se marrer. Et un qui suis-je un peu compliqué. On va voir s'il y a des experts autour de la table. On commence avec l'énumération. C'est dans l'actu. On va parler de Doc Rivers. Mais pas seulement de Doc Rivers. On va parler de l'effectif qu'il avait en 2008 lors des finales. Je veux l'effectif des Celtics. Steph, tu as l'honneur de commencer. Tu es l'invité. J'attends le premier nom. Rajon Rondo. Rajon Rondo, il était là, la main. Ray Allen. Ray Allen était là. Paul Pierce. Paul Pierce était là. Kevin Garnett. Pour l'instant, on est bien. Kendrick Perkins. On est parfait sur le 5 majeur. James Posey. James Posey est là. C'est vrai? Bien posé. Leon Poe. Il est là. Big Baby Davis. Ah, bâtard. Il est là. Sam Cassell. Sam Cassell est là. C'est bien ça, ce que tu me dis. Ah, comment il s'appelle ce bâtard? Ah, je l'ai. J'en ai un putain, bâtard. Putain, je trouve pas son blaze. C'est des gars que vous avez rencontrés parfois. Cette équipe. Je l'ai. Shut the fuck up, man. Je me tais. Allez, Non, vas-y, je suis parfait. t'es forfait? Ouais. Sur là-dessus? Très bien. Eddie House. Eddie House, Ah c'est- putain. Brian Scalabrine. il est là. Ah ouais, Scalabrine. Là, ça devient le plus dur. Alors, on a fait le tour là. Sam Il reste un Cassell. joueur référencé quand même dans le monde de la NBA. Ah là là. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Putain. Ah, il va me falloir une réponse. T'en as un Allez, dernier? Oh, je peux peut-être le dire. Comment, man? Allez. Non, je sais pas. Tony Allen, allez. Tony Oh, Allen Tony Allen, était là aussi. Il y avait PJ Brown que vous n'avez pas donné. PJ Brown. Il y avait Sam Pollard. Je pensais à Scott Pollard. Scott Pollard. Je l'avais Scott Pollard, mais j'ai Vous avez hésité. S. point. Sam Pollard. Il a vu S, il a dit c'est Sam. Dis Pollard, hein. Et Monsieur Pou. Sébastien. Donne-nous la Pollard de bien cuite. Suzy Pollard. Sergio. Alors, on passe au rébut, deuxième jeu. Alors, pour bien comprendre comment ça marche un rébut, pour te remettre un peu dans le bain, on va t'en mettre un premier. Les gars l'ont déjà vu. Voir un peu si tu as encore quelques restes. Lucie. C'est Lucie You, elle. Non. Oh C'est qui? C'est Katsumi. C'est Katsumi. Apple. C'est qui le mec? Bedos. C'est Guy Bedos. Guy Bedos. Katsumi, Pomme C'est Bedos. Guy, c'est Guy. Mais non, c'est Qu'est-ce qu'elle- donc- quoi comme ordinateur? C'est un Un Mac. Ok. D'accord. Katsumi. Maggie. McGee, ok. Donc Maggie. Donc. Java. Oh les gros. Catastrophique. Allez, enchaîne. Mais au moins, on a bien compris. On va enchaîner Polo rapidement. Java, les. Allez, enchaîne. Allez. Allez, c'est parti. Hein? Je dirais plus, c'est quoi c'est Alizé Cornet. Luc Cornet. Alizé Luc Cornet. Cornet. Excellent. Les cornettes magnifiques. C'est qui? C'est qui lui? Al. C'est le père d'un Malcolm. Alors Ford. Alors Ford. Ah ouais. Bien joué. Putain. C'est qui? Leïla Essence. Alors, Leïla Pompe. C'est Leïla, mais dans le flambeau. Et dans la flamme. Comment elle s'appelle? Oh, Elle dit toujours un truc. Ouais, dis toujours un truc. Marc Gasol. Ouais, bravo. Excellent. Marc. Content, tristesse. Contre Joie. Joachim Noah. Joachim Oui. Noah. Ouais, il est même petit. Superbe. Superbe. Attends, Brun. Pas qui c'est? Kendrick. Kendrick Brown. Kendrick. Lamar. Non, mais non. Kendrick Steve. Lamar Stevens. Lamar Stevens. Bravo. Mais gros, Lamar Stevens, Mais gros, c'est incroyable. C'était Mais ouais, mais. sexy, c'était la fin. C'est Ah, Tyler ouais. Swift. Hein. Ouais, c'était leur suite. Et il en reste deux. C'est qui lui? James Bond. James Bond ou. Bon Scotch.
James, comment il s'appelle lui? Allez, Ah putain, c'est quoi son vrai nom? On cherche James Bond ou on cherche son vrai on nom? cherche son vrai nom Ah d'acteur. ouais, Comment il s'appelle déjà? Pas son vrai nom dans la vie, tu veux dire. Je sais plus comment C'est c'est. Daniel Craig. Daniel Tice. Daniel Ruban. Non, Daniel Craig. ça c'est du gros scotch ça. Daniel Velcro. Non, quand tu mets du gros scotch, tu prends du. Hein? Ah si, c'est du... Daniel Tape. Non, mais c'est du gaffeur. Du- Daniel Gaffeur. Daniel Gaffard. Gaffard. Daniel Gaffard. Daniel Gaffard. Daniel Gaffeur. Daniel Gaffeur. T'as du gaffe? T'as du gaffe? Ouais, j'ai du déo aussi, frère. hein, les échos sont... Allez, dernier. C'est incroyable ce jeu. Attends, Patrick- Patrick et Patrick- Chicken. Patrick et Nuggets. Mais arrête! Putain, Patrick. Patrick pas- et Chicken, il a dit. Patrick. Patrick est free. Patrick est. C'est quoi comme poulet ça? Patrick et Thunder. Mais non, presque. Patrick et Wings. Oui. Ah oui. Oh, les wings, c'est un bâtard. Hein. C'est loin des vrais wings. J'ai tapé Wing, ça me sort ça. Ah ouais, bah, ok. Ça, c'était possible de- Bravo. Bravo, ouais, exceptionnel ton rébut. Oh, Ah, c'est un c'est phénomène. bien. Javan Tiens, moi. McGee. Vous avez vu que par contre, tu parles d'Adepte des pornos, parce que j'ai cru que c'était Lucy Liu, moi. Bonne excuse, bravo. Bravo. On n'a Bravo. pas dû regarder le même, Le même drôle de dame. On se concentre? le même Ali McBeal. On n'a pas dû regarder le même. Salut, Mc... Oh. Sur cette, Ça note, suffisait, sur non? cette note de poésie, on va faire le qui suis-je. Vous êtes prêts? Il n'y avait pas l'énumération? Ah si, elle est finie. Allez, passez. Oh, Allez. vache. Faut finir cette émission à un moment donné. Ils ont fait 4 heures. qu'on est Surtout là. pour Polo en Ah, régie. attendez, dans l'oreillette, on me dit que Stephen vient de finir sa tirade. Il a payé le péage, ça y est, il a pu passer. Ah ouais. Ok. Là, je me détruis. Écoute-moi bien, toi. À la rigueur, ça passe. Mais toi, écoute-moi bien, tes chroniques Winamax, t'as Oh pas non, le droit à non, l'erreur. non. T'as pas le droit à l'erreur, tonton. Allez, vas-y. Allez, Menace en live. je sais où t'habites. Je suis né un 3 septembre 1967. J'ai aujourd'hui donc 56 ans. J'ai été condamné à 2 ans de prison. J'ai joué en Europe 2 saisons. Et surtout, je peux me vanter d'avoir été All-Star une fois dans ma vie. Oh. Mais, commençons par le commencement. Besoin de prison. Je fais ma fac à Old Dominion University en Virginie. La fac notamment Ken de Bazemore. Ken Bazemore, je l'avais noté, il est trop fort. Vous imaginez donc le niveau Ah, de la j'ai fac. peur que ce soit ça. Ah, je crois que c'était Mais ça. non, moi. 1967, non. Il n'a pas fait de prison en plus, le mec. Moi, elle me plaît bien cette petite fac, c'est pour ça que j'y resterai 3 saisons, de 88 à 91. Mes stats, 21 points de moyenne, 10 rebonds et 2 blocs. Je ne suis donc pas Stephen Curry. Ces stats me permettent d'être le 6e meilleur scoreur de l'histoire de la fac, juste derrière le gardien de la salle. Mais elles me permettent surtout de me présenter à la draft 1991. 91, c'est Larry Johnson qui termine numéro 1. Moi, j'arrive 15 ans plus tard, à la 16e position, appelé par les Warriors. Nous sommes en 91-92. Je débarque à San Francisco juste après la période en run TMC. Je m'installe dans la rotation derrière Tyrone Hill. Seulement 11 minutes lors de ma saison rookie pour un peu plus Andrés de 5 Bedrins. Non, 91. Pour un peu plus de Excuse-moi, 5 points et 3 rebonds. Attends. Oh, putain. Il a le droit de dire un nom. Il a le Oh, droit de je dire un suis nom. ici, je me fais désinguer. C'est pas vrai, arrête un peu. Saison rookie à 5 points et 3 rebonds. Je prendrai le nom de l'Energizer pour mon activité sur le terrain. Chris Weber, Felton Spencer. Non, Chris Weber, d'ailleurs mon coéquipier, me compare à Bill Laimbeer. Utilisé en poste 4 ou 5, je vais prendre des minutes au fil des saisons. En 94-95, je joue 25 minutes de moyenne avec les Warriors en débutant une vingtaine de games. Mes statistiques grimpent à plus de 13 points et 7 rebonds. Je termine surtout premier au pourcentage au shoot sur la saison, numéro 1. Au total, je resterai 4 saisons et demie à Golden State, de 91 à 96. Taylor. Non, avant d'être tradé en mi-saison, Jean-Baptiste Poquelin, tu sais, au bout d'un moment, gros. Je cherche un mec qui a fait de la prison, donc. je suis tradé en 96 avec Tim Hardaway du côté de Miami. Le premier trade Marco Mouli. d'une longue série. On embrasse. Je resterai 27 matchs en tout à Miami, playoff inclus, et je scorerai 15 points de moyenne sur la période. Ronnie Sakali. Attends, on est quelle année là, pardon, excuse-moi? 96. Oh. Après mon passage d'éclair à Miami, j'entame un passage d'éclair à Dallas pour une saison. Nous sommes à la saison 96-97. Avec les Mavs, je garde toujours mon bandeau, mais je change de dimension le temps d'une saison. Je suis le backup d'Ace Green, et pourtant, Eric Dampierre. Non. Et pourtant, en 27 minutes de temps de jeu, je tourne à plus de 19 points et 8 rebonds. Je fais tellement un bon début de saison que je vais profiter des blessures de Charles Barkley et Clyde Drexler pour m'incruster au All-Star Game. Putain, c'est qui ça? Mavs? All-Star Chris Game. Gatling. Chris Gatling, bravo! C'est que Roy qui l'a su à chaque fois. Le bandeau, Marshall le bandeau, Kemp, ça. c'est clair. Chris Chris Gatling. Gatling. Oui. Cicatrice incroyable. Oui, oui, Ouais. ouais. Qui a Très donc, belle, très belle émission. Il a joué où en Europe? il a joué au CSKA Moscou Ah ouais et en Italie, à Pesaro.
Pessaro. 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 Carnal est content que tu fais l'accent quand tu fais l'accent. Allez, Allez, on va finir, hein. C'est fini pour moi. Au revoir. Merci les amis, c'était une super émission. On se retrouve. Attention, bouge pas trop. Ouais, on se retrouve lundi pour la libre antenne, 20h, 22h. N'oubliez pas, le 15 février, il y aura la Coupe du Roi sera sur les réseaux et sur les du PSG. sur First Tu Team. pourrais être content. Et je serai certainement très ravi. On vous rappelle que toutes les émissions First des Show inclus sont trouvables en podcast sur toutes les plateformes disponibles. Merci de nous suivre, merci de nous donner beaucoup de force. Il y a encore des choses à régler, notamment au niveau du son. On le sait, les gars, on y travaille beaucoup. Mais voilà, c'est important pour nous de vous fournir ces émissions-là. Ah putain, il m'a eu. Allez, à la semaine prochaine. Vas-y, tu m'as eu. Ciao, l'équipe. Aïe. Ciao, ciao, ciao. Exceptionnelle émission, bravo.